Et depuis quelques années, on dispose d'un réseau européen. Alors, globalement, notre association vise à relancer le débat sur les idées de la liberté, que ce soit au niveau politique, économique ou social. Et donc ce soir, on traitera plus particulièrement du thème de l'Afrique. Et notre conférencier, qui est donc docteur en économie de cette université, enfin, avant la fusion bien sûr, il est également l'ancien responsable du projet Libre Afrique. Et voilà, le directeur, c'est ça, de l'Institut for Economic Studies Europe, qui est un think tank de réflexion économique. C'est ça, c'est directeur. Voilà, je te laisse la parole, Emmanuel. Merci. Merci de m'avoir invité, et pour la première, je crois. Alors, le titre est assez direct. J'imagine que les gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le libéralisme vont être un tout petit peu, peut-être pas choqués, mais un peu sur la défensive. J'aimerais discuter en fait des idées de liberté, et le fait de parler de libéralisme, effectivement, a très souvent, on part souvent avec un mauvais a priori, et notamment en Afrique. Quand vous parlez de libéralisme en Afrique, l'auditoire est généralement, on regarde avec des gros yeux, et très très sceptique, pour une bonne et simple raison, c'est que les gens là-bas se rappellent des politiques entre guillemets libérales des années 80, d'ajustements structurels qui ont été menés par le FMI notamment, enfin des années 60, on commence dans les années 70, mais on va dire que la mise en place des idées du consensus de Washington, qui consiste à libéraliser, privatiser, etc., un peu à la va-vite, enfin beaucoup à la va-vite, a laissé quand même pas mal de marques en Afrique. Et quand en Afrique vous parlez de libéralisme, évidemment les gens ont ce souvenir du consensus de Washington et des politiques d'ajustement structurel qui ont eu quand même des effets assez négatifs, il faut le dire, en Afrique. Alors, je suis économiste, comme Théo l'a rappelé, et j'ai plutôt tendance effectivement à me concentrer sur les aspects économiques. Mais je pense qu'il y aurait peut-être des discussions à avoir, peut-être à la fin, sur toute la dimension politique du libéralisme, notamment quand on discute de démocratie. Vous voyez qu'il y a une espèce de parallèle, selon moi, entre la dimension économique et la dimension politique. Vous avez eu des libéralisations qui ont été faites dans les années 80, exactement comme des libéralisations économiques, pardon, exactement comme les libéralisations politiques ont été faites dans les années 90. Dans les années 90, on instaure le multipartisme, on met des élections en place, et puis hop là, c'est la démocratie. Évidemment, on sait tous que c'est pas ça la démocratie, c'est un tout petit peu plus compliqué. Dans les années 80, en fait, c'est la même chose. Vous avez des libéralisations, des privatisations qui sont mises en place. Et puis on dit, ça y est, ça c'est la libéralisation. Bon, le libéralisme, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, exactement comme la démocratie, c'est un petit peu plus compliqué que mettre en place des élections et instaurer le multipartisme. La condition, ce qui rejoint évidemment les deux, la condition fondamentale pour qu'il y ait une véritable libéralisation, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique, c'est la mise en place d'un état de droit, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, peut-être pas évident pour tout le monde. Qui permet à la fois d'avoir une redevabilité au niveau politique, mais aussi une redevabilité au niveau économique, et tout ce qui va en termes de protection des droits individuels et des libertés économiques, qui sont bien évidemment fondamentales au vrai libéralisme en matière économique. Et malheureusement, dans les années 80, ce qui s'est passé, c'est qu'on a libéralisé, on a privatisé, mais en oubliant un tout petit peu l'état de droit et la protection des libertés individuelles, et notamment de la liberté économique. Donc en gros, on a libéralisé et privatisé pour les quelques gens qui étaient au pouvoir et qui s'en sont mis plein les poches, bien évidemment, et quelques multinationales qui en ont bien profité aussi. Mais pour l'immense majorité de la population, ça n'a pas été une très très grande ouverture, on va dire. Voilà. Donc il y a ce parallèle à faire, toujours, entre libéralisation économique et politique. Et les deux ont un petit peu le même souci.
Alors je suis économiste et bien évidemment quand on parle d'Afrique et de liberté, le but du jeu c'est le développement économique. Hein. Tout ce qu'on a, toute la réflexion qu'elle a derrière, en filigrane, c'est le problème du développement économique en Afrique. Le développement économique, moi quand j'ai appris le développement à la fac, donc pas ici à Schuman, on nous parlait de théorie un tout petit peu, selon moi, un tout petit peu mécanique. Et je me suis rendu compte avec les années que ça ne correspondait pas vraiment à la réalité. J'ai appris l'économie néoclassique, on m'a appris l'équilibre général et toutes ces choses-là, et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à intégrer et que je n'ai toujours pas intégré aujourd'hui et que je n'intégrerai pas visiblement. L'économie, le développement, c'est quelque chose de très simple en fait. C'est la capacité pour les gens de se rendre service les uns les autres. Ça part de là le développement. C'est la capacité à s'enrichir mutuellement à travers l'échange. Le fait que moi, alors évidemment ça nécessite un certain degré de spécialisation, je ne vais pas défendre non plus la division, l'émiettement du travail à travers une spécialisation poussée, mais il faut bien comprendre que la spécialisation c'est ce qui découle de l'échange, ou c'est peut-être même la condition de l'échange, parce que je vais me spécialiser, moi je vais produire des ordinateurs, Monsieur Lassor va produire des téléphones portables, voilà, puis on va s'échanger ça et on va être très content. Alors évidemment ce sont des produits extrêmement compliqués qui nécessitent un degré de spécialisation où on sera visiblement pas juste deux mais des milliers de personnes, et c'est ça qui est magique d'ailleurs dans le processus d'échange, c'est que vous avez des millions de personnes en fait qui coopèrent et qui se spécialisent et qui génèrent de la valeur les uns pour les autres. Et le processus de développement, part vraiment de là. Il part de cette capacité qu'ont les êtres humains à échanger et à générer de la valeur les uns pour les autres. Alors, quand on parle de spécialisation, là je vais revenir à un grand monsieur de la science économique qui s'appelle Adam Smith, dont vous avez sûrement entendu parler, on l'appelle souvent le grand-père de la science économique, non pas pour sa théorie de l'équilibre, que je trouve totalement inutile pour comprendre les problèmes de développement, mais bien au contraire sa théorie de l'évolution économique, qui est fondée justement sur l'idée que le développement économique vient de la spécialisation, et que cette spécialisation, le degré de spécialisation, le degré de division du travail, dépend lui-même de la taille du marché. Un exemple très simple, on ne va pas produire une usine de voitures pour un petit village de 1000 habitants, hein, tout simplement parce que le degré de spécialisation et de division du travail que vous avez dans cette usine de voitures est beaucoup trop élevé en termes d'investissement pour être rentabilisé par un tout petit marché de 1000 personnes. Hein. Par contre, quand on a un grand marché de millions de personnes, évidemment, là on peut commencer à avoir un degré de division du travail et d'investissement, hein, ça va avec, d'approfondissement de ce qu'on appelle l'approfondissement du capital, hein, qui est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire de plus en plus de machines, de plus en plus, non seulement d'entreprises qui ont beaucoup de machines, mais vous avez un étirement de la structure de production, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de petites entreprises spécialistes, hein, qui produisent dans toutes ces chaînes de production, finalement, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une chaîne, mais l'image, c'est un peu le processus organique là que vous avez, c'est très biologique, très organique comme vision du développement, c'est que vous avez cet étirement entre entités productives, hein, un peu comme un jardin s'étire, vous voyez, il y a des petites branches qui créent des nouvelles branches, et au fur et à mesure, ça grossit, c'est ce phénomène organique, le développement économique. Alors je ne parle pas des aspects sociaux, hein, je me concentre sur le développement économique, c'est un peu la même chose, c'est ce processus de croissance organique qui part un peu dans tous les sens, où vous avez des branches qui vont mourir, hein, bon, je crois que la plupart d'entre nous ne se servent plus de carriole pour se déplacer, ou la plupart d'entre nous n'a plus d'ordinateur équipé de Vista, n'est-ce pas? Voilà, bonsoir. Et vous avez un branchage permanent qui est permis par ce processus-là, qui part un peu dans tous les sens, et qui est complètement à l'opposé de l'équilibre.
je suis complètement contre l'équilibre général ou cette idée que l'équilibre... Alors on peut peut-être l'expliquer avec l'équilibre général en passant d'un équilibre général à un autre, mais bon, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ça pousse vraiment dans tous les sens. On part de l'équilibre au contraire. Ça s'étire. C'est complètement organique. Bien évidemment, le fait majeur qu'il y a derrière, c'est que vous avez une augmentation des revenus. Quand je crée des services pour les autres, quand je crée de la valeur pour les autres, je leur rends service et j'ai quelque chose en retour. J'ai un revenu, j'en tire un revenu. C'est ça l'idée qu'il y a derrière le développement économique et qu'il y a derrière la spécialisation. C'est qu'en se spécialisant, on devient de plus en plus productif. Hein, et en devenant plus productif, on rend plus de services aux autres, on génère plus de revenus. Et c'est un processus cumulatif, pardon, dans le sens où, comme on génère plus de revenus, la base qui permet la spécialisation, la taille du marché, elle-même, elle grossit, puisque nous avons plus de revenus. Donc la taille du marché ne doit pas se comprendre uniquement en termes territoriaux ou en termes de nombre de personnes, si vous voulez. On va ouvrir les frontières en Europe, donc évidemment le marché est plus grand. Mais la taille du marché s'explique aussi par un processus endogène, interne à ce processus cumulatif, qui fait que comme on génère plus de valeur et qu'on a plus de revenus, il y a plus de pouvoir d'achat, si vous voulez. Plus de pouvoir d'achat, c'est une augmentation de la taille du marché. Hein, ça va, c'est pas... Ok. Et c'est ça la véritable croissance endogène, d'ailleurs, selon moi. En économie, on a une théorie de la croissance endogène, mais qui n'a pas grand-chose d'endogène en réalité. C'est l'innovation qui tombe, et la connaissance qui tombe du ciel, si vous voulez. Alors que là, l'endogénéité de la croissance dans ce processus-là de développement, elle vient vraiment du fait qu'il y a une création de valeur qui elle-même permet, et la condition pour une création supplémentaire de valeur. Hein, pour reprendre l'exemple avec M. Lassor, là, je vais fabriquer, non pas des ordinateurs, c'est un peu compliqué, donc on va faire la baguette de pain et pas la tranche de jambon. C'est compliqué aussi la tranche de jambon. Enfin la baguette de pain aussi. Bon, moi il me faut pour fabriquer une baguette de pain, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi ça me prend 5 ou 6 heures. Donc il faut bien comprendre que quand vous allez acheter votre baguette de pain 1 euro chez le boulanger, en 5 minutes et 1 euro, le gars vous économise 5 ou 6 heures de travail. Vous voyez le coût d'opportunité énorme qu'il y a dans le fait d'échanger. Le coût d'opportunité épargné énorme qu'il y a dans le fait d'échanger. Hein, c'est-à-dire que si je gagne 30 euros de l'heure, hein, cette personne va me permettre d'économiser 180 euros en fait. Enfin, 179, puisque je vais payer 1 euro. Hein, il y a vraiment une génération de valeur. Alors bon, c'est une vision un tout petit peu objectiviste, on va dire, mais vraiment, cette création, c'est ça qui explique cette création de valeur à travers l'échange et ce processus cumulatif. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez cet étirement de la structure productive, c'est extrêmement important ça de comprendre qu'on est complètement en dehors de l'équilibre et que vous avez, avec l'augmentation de la taille du marché, pas simplement l'augmentation de la taille du marché, mais l'innovation, bien évidemment aussi, qui est extrêmement importante, vous avez la constitution de nouvelles petites entreprises qui vont grossir, qui vont... Donc on n'a pas du tout... Moi quand j'ai appris la théorie de la croissance en 2e et en 3e année, c'était une théorie selon laquelle l'économie croissait de manière homogène, tous les secteurs croissaient de manière homogène. Pas du tout ça, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, au contraire, c'est un étirement des structures, enfin de la structure productive et de la structure du capital, en quelque sorte, et dans tous les sens. Et comme il y a l'innovation, il y a l'incertitude, il y a la nouveauté en permanence, on ne sait pas du tout où ça va, et c'est évidemment très difficile à prédire. Je ne pense pas qu'on aurait pu prédire il y a une quinzaine d'années le fait qu'on ait tous des iPhones et qu'on fasse tout ça à longueur de journée, vous voyez. Voilà. Bon, c'est pour ça que quand on organise des commissions sur l'innovation en 2025 ou 2030, on fait doucement rire. Bon. Le moteur du développement, oui, pardon. L'entrepreneur, évidemment. C'est ça qui est au centre du développement et c'est ça qui va être au centre de ma présentation ce soir et au centre de ma défense d'un certain libéralisme. Pas du libéralisme FMI ou je ne sais quoi, mais
du libéralisme classique, en fait, qui se pose des questions sur le respect des droits et le respect des libertés. Bon. L'entrepreneur est au centre de ce processus. Vous savez que la théorie économique, jusque au milieu des années 90, ne se préoccupait pas d'entrepreneurs. C'est-à-dire que le système économique, n'est-ce pas? Donc vous aviez, je ne sais pas, 10 000, 20 000 articles qui étaient écrits en économie chaque année, peut-être 1000 livres d'économie produits chaque année, sûrement même plus que ça. Et le truc fondamental, le moteur fondamental du développement économique qu'on appelle l'entrepreneur, l'esprit d'entreprise, zéro. Il y avait 0,0001% des articles qui traitaient de ces problèmes-là. Et c'est véritablement à la fin des années 80 et dans les années 90 qu'on commence à se dire mais ça ne marche pas de manière automatique, ça. Il y a quand même quelque chose. Hein. Je dois bien avouer qu'en tant qu'économiste, on n'est pas toujours très fier de s'appeler économiste parce qu'on a une matière, une discipline qui pendant des années a vraiment produit un peu du n'importe quoi, hein, je crois qu'il faut le dire, avec des jolies pages pleines d'équations, mais derrière lesquelles il n'y avait pas véritable... Enfin, les équations, c'est pas le problème, c'est que la réalité qui était décrite derrière ces équations était une réalité complètement fantasmée, et dans laquelle l'essence même du processus de développement, l'entrepreneur, n'était pas là. Vous avez fait un peu de théorie économique, l'équilibre, tout ça ou... Ouais, ok. Donc le moteur du développement, ben, c'est cette dame-là, vous voyez. On va dire, bah ouais, mais oh, c'est pas ça qui tire l'économie. Ben oui, c'est ça qui tire l'économie, en fait. C'est ça qui tire l'économie, cette dame qui porte des pagnes sur sa tête et qui a vu qu'il y avait peut-être une opportunité de les vendre à l'autre bout de la ville, et qui a saisi cette opportunité et qui va essayer d'en tirer un profit. Et voilà, c'est ça l'origine du développement en fait. C'est pas plus bête que ça. Le petit souci, c'est que cette dame, on va lui mettre des obstacles, mais alors je vous raconte pas, terribles, qui fait que ça va être très très compliqué pour elle de vendre ses pagnes et de mener monter une entreprise, etc., etc. Ce qui fait qu'elle va très souvent rester dans l'informel, cette dame, hein, elle va aller vendre sur le bord de la route, et elle ne va pas véritablement se développer, elle va survivre. Et évidemment, tous les gens qui appartiennent à son réseau, ou qui habitent dans sa ville, pas tous, mais une bonne partie, vont être un peu dans le même cas. Et comme elle ne s'enrichit pas, évidemment, elle ne permettra pas à d'autres de s'enrichir. Ça, c'est le processus cumulatif. C'est que si mon voisin s'appauvrit, évidemment je vais m'appauvrir moi aussi. C'est pas une très bonne nouvelle pour moi. Alors je sais que en ces temps de montée du nationalisme, c'est une réflexion qu'on a un tout petit peu du mal à se faire, mais bon. Malheureusement, quand mon voisin devient plus riche, c'est une très bonne nouvelle pour moi, vous voyez, parce que je vais pouvoir lui vendre plus. Et si je lui vends plus, je vais m'enrichir, et ça va être une très bonne nouvelle pour lui. Hein. Le petit exemple qu'on avait tout à l'heure avec Marc. Que j'ai pas fini d'ailleurs, ça me permet de... le fait que lui s'enrichisse va me permettre de lui vendre plus. Alors j'ai une réflexion purement matérialiste là, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Si je lui vends plus, s'il s'enrichit, je vais pouvoir lui vendre plus, je vais m'enrichir, donc il va pouvoir me vendre plus, etc. C'est un processus qui fait comme ça, cumulatif. Hein. Et évidemment, si vous avez quelqu'un qui nous empêche tous les deux d'échanger sur une base de respect de nos droits légitimes, bien évidemment, si vous avez quelqu'un qui nous empêche d'échanger, par définition, on n'échangera pas. C'est une belle lapalissade, mais c'est une lapalissade complètement importante pour comprendre les processus de sous-développement. C'est que quand vous avez quelqu'un qui s'interpose entre Marc et moi, ou entre cette dame et ses clients, pour nous empêcher de créer de la valeur, de générer des services pour les autres, par définition, on ne va pas créer de la valeur et on ne va pas créer des services pour les autres. Et on va rester un tout petit peu plus pauvre. Un peu le souci. Donc l'entrepreneur qui est véritablement au centre du développement, c'est cette impulsion entrepreneuriale, c'est cette capacité à se mettre à la place des autres pour voir ce dont ils ont besoin. Hein, c'est ça l'esprit d'entreprise. Bon, il y a aussi un aspect risque, si vous voulez, qui fait que je vais aller tenter de créer de la valeur pour les autres. Évidemment, c'est un processus d'essai-erreur. Un entrepreneur, c'est un peu comme quand vous lancez un projet entrepreneurial, c'est une conjecture.
Hein. Vous lancez une idée, c'est un test. Et peut-être que vous allez réussir, peut-être que vous allez rater, mais il faut faire en sorte quand même qu'au plan des règles du jeu, il y a un maximum de chances, on mette un maximum de chances de votre côté. Et c'est pour ça que quand on a bien compris le processus organique du développement qui est fondé sur cet élément majeur qui est l'entrepreneur, il faut aller se poser des questions sur les conditions de ce processus organique. Alors bon, je prends des images pour que ça percute, pour qu'elles soient un peu plus imagées, c'est plus percutant généralement. Alors c'est peut-être pas très IEP, je suis désolé, mais vous voyez que pour que un arbre pousse, il faut qu'il y ait du bon terreau. Hein. Et une bonne partie de la réflexion en économie du développement depuis une vingtaine d'années, c'est une réflexion qui porte sur les conditions institutionnelles, sur le terreau institutionnel. Qu'est-ce qui va permettre à ce processus organique du développement de se dérouler, hein? Quelles sont les règles, quel est l'environnement juridique, l'environnement institutionnel qui va permettre à ce magnifique processus organique de se mettre en place, de pousser. Hein, exactement comme on met du bon terreau pour que les plantes poussent, et comme il est très difficile de faire pousser des plantes sur les cailloux, on va essayer de mettre en place là je m'avance un peu dans la réflexion, il faut qu'il y ait des bonnes institutions. Ensuite, voir si on peut les mettre en place, c'est une autre problématique, on en discutera un tout petit peu plus loin. Alors, le lien fondamental qu'il y a ici entre libéralisme et développement en Afrique, il est là en fait. Entre liberté et développement. La dame que nous avons rencontrée juste avant, si elle n'est pas libre d'exploiter les opportunités qu'elle a, elle ne va pas les exploiter. Encore une lapalissade, mais une lapalissade qui est absolument fondamentale pour le développement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la liberté d'exploiter ces opportunités entrepreneuriales, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour le développement. Si on passe à côté, on passe à côté du développement. Hein? Et il est là le lien crucial entre liberté et développement. C'est que si je n'ai pas la liberté, si je suis enchaîné, si je n'ai pas la liberté d'exploiter des opportunités qui me sont connues à moi, on va revenir aussi sur ce problème de connaissance, et que personne d'autre ne peut exploiter de toute façon, enfin c'est pas encore là le problème, mais si je n'ai pas l'opportunité, si je n'ai pas la liberté d'exploiter ces opportunités, eh bien je ne pourrai pas me développer. C'est aussi simple que ça. Alors quand on parle de connaissance, vous avez en théorie économique pendant des années, notamment dans la théorie de la croissance endogène, on conçoit la connaissance comme une espèce de stock de données, là, un peu comme la connaissance scientifique, ou des données dans une matrice, là, et puis chacun peut se servir. En fait, les problèmes de connaissance en économie, c'est pas du tout ça. Ça n'est absolument pas ça. Évidemment, il y a des problèmes de connaissance générale, d'accès à l'information, tout ça, ok. Mais l'essentiel, ou une grande partie, on va dire, des problèmes de connaissance en économie, c'est le fait que moi, là où j'habite et au moment où je suis, tel jour ou tel jour, j'ai la connaissance d'un fait économique. Par exemple, qu'il y a des étudiants de l'IEP qui passent devant chez moi et que je pourrais leur vendre des sandwichs. Ça va bien dire, mais c'est une opportunité, c'est la connaissance d'une opportunité. Ok, Monsieur Hollande, il n'est pas au courant de cette opportunité. Donc il ne peut pas mettre en place une stratégie industrielle. Enfin, je dis Monsieur Hollande, mais c'est n'importe qui sur la droite, là, c'est pareil. Il n'y a aucune critique de ma part de ce côté-là. Monsieur Hollande ou Monsieur Sarkozy n'ont pas la connaissance que j'ai. Donc ils ne vont pas pouvoir mettre en place un plan entrepreneurial pour exploiter cette connaissance. Il n'y a que moi qui l'ai, mes voisins. Alors vous prenez des gens qui travaillent dans des secteurs experts spécialisés, le fait de savoir que tel jour dans la semaine vous avez un avion qui va partir du MP2 à Marseille à moitié vide et que vous pouvez peut-être négocier un prix sur le fret et faire baisser le coût par deux vos coûts d'envoi par deux, ou même créer une entreprise qui va exploiter cette opportunité. Mais c'est magique.
Et c'est ce type de connaissance-là qu'une ou deux personnes vont avoir, une connaissance qui est complètement dispersée et qui n'est pas agrégeable au niveau d'une politique industrielle ou je ne sais quoi. C'est cette connaissance-là qui permet à des entrepreneurs d'exploiter des opportunités que d'autres n'ont pas. J'ai un peu parlé de connaissance, j'aurais dû parler d'incitation avant. La connaissance, donc, c'est ce qu'il y a dans ma tête, alors que l'information, c'est... Donc la connaissance est subjective, l'information, c'est quelque chose d'objectif, c'est une donnée. Vous voyez aussi que il faut qu'on se coordonne entre nous. Quand vous faites un plan entrepreneurial, vous avez cette connaissance dont j'ai parlé, là, le fait qu'il y a un avion à moitié vide, mais j'ai tout un tas de connaissances dont j'ai besoin aussi pour me coordonner avec mes fournisseurs, avec mes clients. Okay, et donc je dois en fait me reposer sur les autres et sur la connaissance des autres. Donc j'ai une connaissance, mais qui est toute petite, c'est une goutte dans l'océan. Okay, et pour tout le reste, je dois récupérer une forme d'information de la connaissance des autres. Okay, je dois m'adapter à la réalité économique. Et pour ça, j'ai besoin qu'il y ait une information qui me soit communiquée. Et en économie, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le système de prix. Le système de prix permet d'envoyer des informations, en fait, à les prix qui bougent, hein, les prix relatifs, permet d'envoyer des informations sur la réalité des raretés économiques. Par exemple, quand il y a 2 ans et demi, vous aviez eu des inondations monstrueuses en Thaïlande, le prix des disques durs a explosé. Pourquoi ? Parce que la Thaïlande produisait quasiment la moitié, je crois, des disques durs. Hein. Donc tout d'un coup, il y a une rareté là, puisqu'il y a la moitié des usines de la planète qui sont fermées. Donc il faut que je m'adapte à cette rareté en tant qu'acteur économique. Mais moi, je ne sais pas du tout quelles usines ont été inondées ou pas en Thaïlande. Par contre, j'ai vu que le prix a bougé. Et ça, c'est une information qui me permet, moi, de m'adapter à la nouvelle réalité économique. Puisque la réalité économique change en permanence, c'est un monde de changement, l'économie. Donc, de ce point de vue, le système de prix est quelque chose d'extrêmement important pour que les individus puissent s'adapter à la réalité économique changeante. Et de ce point de vue, le consensus de Washington, quand le consensus de Washington dans les années 80 a essayé de libéraliser les prix et tout ça, c'était un peu dans cette idée-là. Okay, et de mon point de vue, c'était une bonne chose. Mais je vais mettre évidemment des bémols là-dessus assez rapidement. Autre problème dans le développement, c'est les incitations. En fait, vous savez, l'économie, c'est pas très compliqué. Quand vous avez compris que les individus, pour créer de la valeur, ils ont besoin de se coordonner, et pour se coordonner, ils ont besoin de résoudre le problème de la connaissance, de l'information, dont je viens de parler. Et deuxième problème, le problème des incitations. Le problème des incitations, c'est bon, le terme est connu pour tout le monde. Je prends toujours l'exemple, quand je fais des présentations, de la pièce de 10 francs. La plupart d'entre vous ne se rappellent pas la pièce de 10 francs, à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à une pièce de 1 euro. Moi, quand j'étais petit, on allait faire des courses avec mon papa et ma maman chez Sodim, le samedi matin, et on attendait 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, Sodim les Cailloles à Marseille. Pourquoi ? On attendait à l'entrée du parking, parce que vous aviez des chariots qui étaient posés absolument partout. Les gens laissaient leurs chariots là, n'importe comment. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça sur le parking du Sodim. D'ailleurs, Sodim, ça n'existe plus, je ne sais pas ce qu'il y a à la place, mais peu importe. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, à la différence de l'époque ? Vous avez le système où on met des pièces. Hein. Vous connaissez ce système ? C'est un système d'incitation, en fait. Avant, les incitations qu'il y avait, c'était je laisse mon chariot au milieu, de toute façon, ça ne me coûte rien. Aujourd'hui, si je laisse mon chariot au milieu, ça me coûte 1 euro. Ah, pas pareil. C'est pas pareil. Incitation.
Donc la personne qui a créé ce petit système de pièces de 10 francs ou de 1 euro devait être un économiste quelque part, puisqu'elle a compris qu'il fallait changer les incitations des gens. En matière de développement, les incitations, évidemment, c'est fondamental. Quand vous êtes dans des pays où, comme un pays sympathique d'Asie centrale, qu'on appelle le Tadjikistan, où vous avez un État corrompu en place qui met un niveau de taxation sur les profits de l'ordre de 87-88%. Donc vous faites 100 de profit, il faut que vous payez 88 à l'autocrate local. Vous voyez que l'incitation n'est pas terrible, quoi. Hein? Bon, à tous les niveaux, c'est comme ça. Quand on a commencé à faire nos séminaires, nous en Côte d'Ivoire, il y a 5 ans, il fallait, pour avoir un permis de construire, bon, il fallait attendre 2 ou 3 ans déjà, officiellement, et les coûts de tampon successifs coûtaient 2000% du revenu annuel moyen ivoirien. C'est-à-dire 20 ans de revenus d'une personne moyenne en Côte d'Ivoire, pour avoir un tampon. L'incitation, là, à avoir un permis de construire et faire une maison dans les normes et tout ça, elle est 0. Ok ? Et quand vous avez compris ça, vous avez compris d'ailleurs que pourquoi dans de nombreux pays en Afrique, l'informalité est aussi généralisée. Tout simplement parce que rentrer dans le système formel coûte beaucoup trop cher. Et donc les incitations à rentrer dans le système formel sont juste impossibles. Alors ça s'est beaucoup amélioré en 5 ans, mais on est toujours à des niveaux relativement élevés, de l'ordre de 100%. Il faudrait vérifier les derniers rapports sur la question, mais on est toujours à 100 ou 150% du revenu annuel pour avoir un permis de construire. Donc vous êtes un petit entrepreneur, il faut que vous stockiez vos pagnes, hein, les pagnes de la dame là. Donc pour stocker des pagnes, il faut que vous construisiez un petit hangar, un tout petit là. Ah, ça va vous coûter 20 ans de revenus. Ah, d'accord. Peut-être que je vais avoir du mal à faire mon entreprise formelle alors. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils sont jetés dans l'informel. Alors vous attendez toujours beaucoup d'autocrates africains, pas que des autocrates d'ailleurs, quand on était en Côte d'Ivoire, il y avait pas mal d'intellectuels qui critiquaient l'informel et l'appelaient de l'Afrique. Ouais mon gars, mais pourquoi il y a l'informel? Il n'est pas tombé du ciel l'informel. L'informel il vient aussi du fait que les incitations à rentrer dans un système formel sont absolument terribles, enfin très mauvaises. Coordination, ça aussi c'est... la coordination, quand vous avez résolu le problème d'incitation et le problème de connaissance, vous avez très largement résolu le problème de la coordination. La coordination des activités économiques, c'est quelque chose de fondamental pour le développement, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on a chacun une connaissance parcellaire, hein, une petite goutte dans l'océan, il faut qu'on se coordonne les uns les autres. S'il n'y avait pas le système de prix pour m'indiquer que les disques durs sont devenus extrêmement rares parce qu'il y a eu des inondations et tout ça, je ne pourrais pas me coordonner avec la réalité ou avec les autres, si vous voulez. Donc cette idée de coordination, elle est fondamentale et elle passe par les incitations, elle passe par la connaissance. Les incitations, le problème des incitations et le problème de la connaissance ou de l'information sont en réalité les 2 piliers de l'analyse économique. Quand vous avez compris que pour que les gens se coordonnent pour créer de la valeur, il faut qu'ils aient résolu les problèmes d'incitation d'un côté et les problèmes de connaissance et d'information de l'autre, vous avez en gros compris où on va en économie, ou la perspective économique, de l'analyse économique. Et dans les années 80, vous avez une renaissance, on va dire, de ce qu'on appelle la théorie institutionnelle. Alors institution à comprendre au sens anglo-saxon du terme, institution, c'est-à-dire les règles que se donnent des individus dans une société pour pouvoir se coordonner entre eux. Donc c'est pas les institutions au sens de la Banque centrale ou de l'IEP ou du Kremlin, tiens,
mais les institutions au sens de règles interindividuelles, ou règles sociales, quoi. Et vous avez tout un pan de littérature donc, qui se penche sur la compréhension de la croissance, notamment en Occident, ou la croissance de pays comme la Chine au Moyen-Âge. Et on se dit, mais en fait, ce qui fait la différence, ce qui permet d'expliquer qu'à certains endroits ça marche et à d'autres ça ne marche pas, ce sont les institutions. Ce sont les règles qu'il y a et qui permettent ou pas la coordination des gens pour qu'ils puissent s'échanger et qu'il y ait ce magnifique processus organique qui se mette en place. Et donc vous avez tas de bouquins, tas d'analyses qui se mettent, qui émergent peu à peu dans cette perspective institutionnelle et qui me semble vraiment intéressante pour ceux qui se préoccupent de problèmes de développement. Alors, là évidemment il y a un danger et on va revenir un tout petit peu sur les méfaits du libéralisme dans les années 80 en Afrique. C'est la question du changement institutionnel. On a vu que dans certains endroits, il y a des bonnes institutions, ça marche, ça a permis le développement. Donc on se dit, bah, tiens, on va les prendre et puis on va les mettre à côté, là où ça ne marche pas pour l'instant. On va faire du changement institutionnel, ou du design institutionnel. Alors, le petit souci, c'est que c'est une approche un tout petit peu... j'ai ma petite boîte de logo là, et puis... voilà. Je monte ma petite société là, et puis ça va marcher. C'est pas aussi simple que ça, bien évidemment, puisque alors là, le dessin essaye d'évoquer l'idée de complémentarité et de complémentarité évidemment institutionnelle. Quand vous balancez entre guillemets ou parachutez une institution dans un pays, il faut qu'elle puisse, si vous voulez, être complémentaire aux institutions locales. Notamment, on va en discuter en matière de propriété. C'est pas aussi simple. On sait que les droits de propriété, c'est très important pour le développement, mais les parachuter comme ça, les droits de propriété occidentales, les parachuter comme ça, dans des sociétés où culturellement, c'est pas encore... ça marche pas très souvent. Voilà. Donc cette idée de changement institutionnel qui doit être pensé dans la complémentarité. Et ce dont je parlais on revient sur ce dont je parlais au début, c'est que quand on a balancé des libéralisations et des privatisations en Afrique, alors qu'il n'y avait pas d'état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas si vous voulez, une société de liberté ou le libéralisme, ça nécessite des institutions, alors la privatisation, machin, tout ça, mais dans un cadre bien précis, avec des institutions complémentaires. Et l'institution complémentaire fondamentale ici, c'est bien évidemment toutes les institutions de l'état de droit. Faire respecter les droits, faire respecter les droits de propriété. On va privatiser en Russie, en 1990. Alors, il y a un grand économiste, pour qui j'ai beaucoup de respect quand même, Milton Friedman. En 1990, on lui a demandé, prix Nobel 76, ce prix Nobel... là, après la chute du mur de Berlin, quel serait votre conseil pour les pays de l'Est? Friedman a dit 3 choses. Privatiser, privatiser, privatiser. Et de manière très honnête, il a fait son mea culpa une dizaine d'années plus tard, parce qu'on lui a rappelé la petite phrase, il lui a dit « Oh gars, t'en rappelles là, ce que t'as dit là ?» Et il a dit, vous avez tout à fait raison de me renvoyer ça dans la figure, parce que j'ai fait une erreur majeure. On ne peut pas privatiser s'il n'y a pas l'état de droit. Parce que privatiser, il faut qu'il y ait d'abord un système de propriété en place, il faut qu'il y ait une justice indépendante, il faut qu'il y ait l'état de droit. Si vous privatisez sans ça, ça va déboucher sur la mafia, ça va déboucher sur l'Azerbaïdjan, la Russie, etc. etc. Ok, c'est-à-dire une mafiaisation de la société. Ouais, on a libéralisé, on a privatisé, mais vous avez 4 gars qui se sont mis plein les poches, et puis la privatisation, la libéralisation, elle s'est faite pour 0,00001% de la population. Donc c'était pas le but de la manœuvre au départ. Voilà. Vous avez aussi tout un aspect culturel quand vous voulez privatiser, libéraliser. On ne peut pas privatiser, libéraliser, il faut que les esprits soient un tout petit peu préparés, il faut qu'il y ait une culture de l'entreprise, une culture du respect de la propriété ou des choses comme ça.
Et on le voit notamment quand on fait la comparaison entre les libéralisations et les privatisations en Russie et en Pologne. En Pologne, ça a plutôt bien marché, mais en Russie, pas du tout. Et une autre explication, qui est d'ordre davantage culturel, c'est qu'en Pologne, on n'avait jamais perdu l'esprit d'entreprise, en fait, dans la période communiste. Alors qu'en Russie, oui, le degré de collectivisme n'était pas le même, si vous voulez. Ce qui fait que quand on a libéralisé en Pologne, les gens n'avaient pas perdu complètement l'habitude. Voilà, il y avait toujours cette espèce de, ce qu'on appelle le métis, cette espèce de trait culturel. Voilà, donc les limites au changement institutionnel, c'est qu'il faut qu'il y ait des institutions en place, qu'elles soient formelles ou informelles, qu'elles soient codifiées ou culturelles, qui permettent aux nouvelles institutions de s'intégrer dans l'ordre institutionnel local. Si vous n'avez pas ça, vous allez aboutir à un clash institutionnel. Et malheureusement, vous allez vous prendre un boomerang dans la figure, assez rapidement. Enfin, le problème n'est pas là, c'est surtout que vous avez des millions et des millions de personnes qui vont souffrir plutôt que de s'épanouir. Alors, ceci étant dit, j'aimerais passer maintenant... Vous avez, je pense que vous avez bien compris un peu le cadre théorique et le cadre intellectuel dans lequel je me place. C'est l'idée qu'il y a des institutions, les institutions de la liberté sont très importantes dans tout ce qui est état de droit, respect des droits de propriété, etc., respect des contrats aussi, je n'ai pas parlé, mais qui permettent aux gens de se coordonner et de créer ce développement organique. Et que si on veut du développement, ça serait bien d'avoir justement ces institutions-là, mais qu'il est très difficile de les imposer par le haut, et qu'il y a peut-être des stratégies un peu plus intelligentes à avoir pour arriver à attirer certains pays vers ces institutions-là. Une autre limite aussi, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à adopter des institutions qu'ils ne veulent pas. Les droits de propriété, par exemple, il y a des tas de pays en Afrique où les droits de propriété purement individuels, ça passe mal. Les droits de propriété foncier purement individuel, ça passe mal. Bon. Est-ce qu'il faut forcer ces gens-là à adopter, de mon point de vue, non, pas du tout. Il faut leur laisser la liberté de choisir ce qu'ils ont un peu envie de choisir. Je vais passer maintenant aux aspects... donc on a vu le cadre théorique, j'aimerais rentrer un peu plus dans les problèmes un peu plus concrets, enfin, c'était concret quand même. On dit souvent que l'Afrique est victime de la mondialisation. Non et oui. Non et oui. Alors, non, pourquoi? Vous avez les chiffres là. Ce sont les IDE, pardon, ce sont les investissements directs étrangers. Vous avez deux types, donc vous avez les flux, c'est-à-dire ce qui rentre chaque année en termes d'investissement étranger, ou ce qui sort chaque année en termes d'investissement vers l'étranger. Okay, et puis vous avez le stock, c'est-à-dire l'accumulation des investissements étrangers à travers les années. Pardon. Alors si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est le stock. Si vous regardez le stock d'investissements étrangers entrant en Afrique et en France, là c'est 2012, c'est en millions de dollars courants en 2012. Donc je ne sais pas si vous voyez cette colonne-là, là. Vous voyez qu'il y a, pour l'Afrique, vous avez 629 000 millions de dollars, alors que pour la France, vous avez quasiment plus d'1 milliard. C'est-à-dire que vous avez un pays de 60 et quelques millions de personnes qui reçoit, enfin qui a un stock d'investissement étranger 2 fois plus élevé, quasiment, qu'un continent d'1 milliard de personnes. Donc là, ce qui veut dire que de ce point de vue-là, si on prend uniquement ce chiffre, l'Afrique est sous-mondialisée, bien évidemment, en termes d'investissement direct étranger. Mais en fait, c'est en train de se corriger, et d'ailleurs, si vous regardez les données là en termes de flux, maintenant, et non plus en termes de stock, vous voyez que les flux entrants en Afrique sont 2 fois plus élevés que les flux entrants en France, ici, là. Puisqu'on a 50 en Afrique et 25 000 millions en France. Et en fait, si vous regardez les courbes ont tendance à converger maintenant au niveau du stock. Donc vous avez une Afrique
quand on la compare à un petit pays comme la France, de 60 et quelques millions de personnes, qui a encore une fois 2 fois moins d'investissements étrangers en termes de stock reçus qu'un continent d'1 milliard de personnes. C'est choquant en fait comme chiffre. Si je regarde maintenant les exportations de services, alors la France est en bleu là-haut, bleu ou vert, bleu, oui bleu, et l'Afrique est en rouge. Donc vous voyez que la France a quasiment le double, elle exporte quasiment le double en termes de services qu'un continent d'1 milliard de personnes. J'ai une question par rapport au tableau précédent. Oui. Le total des flux entrants dans le monde n'était pas égal au total des flux sortants dans le monde. Ah, ça s'appelle les trous. C'est les trous de la comptabilité nationale, enfin internationale. Alors, mondialisation et exportation de marchandises maintenant. Vous voyez que ça se rejoint là. Donc c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que le retard qu'avait pris l'Afrique, vous constatez d'ailleurs que le retard pris par l'Afrique, il se creuse dans les années 80, enfin surtout 80. Hein. Donc au moment où on essaye de libéraliser, de privatiser, c'est là où visiblement ça marche le moins. Et vous voyez que l'Afrique est en train de rejoindre le niveau d'exportation de marchandises de la France. Pardon. Encore une fois, un continent d'1 milliard de personnes a aujourd'hui le même niveau d'exportation de marchandises qu'un pays de 60 et quelques millions de personnes. Donc, il y a une tendance. Donc, l'Afrique est encore sous-mondialisée, de ce point de vue-là. Est encore sous-mondialisée. Encore une fois, de ce point de vue-là, il y a plusieurs aspects de la mondialisation. Il n'y a pas de dimension péjorative à ce que je dis. Mais l'écart est en train de se réduire. Et c'est, de mon point de vue, évidemment, une bonne nouvelle. Alors, j'ai dit que l'Afrique était-elle victime de la mondialisation, oui ou non? Alors non, si on regarde ces chiffres-là, mais on voit que c'est-à-dire qu'elle est sous-mondialisée et qu'il serait peut-être bien pour le développement africain qu'elle se mondialise un peu plus. Mais en même temps, la mondialisation, ça veut dire d'autres problèmes. C'est pas juste les exportations et tout ça. Vous avez notamment un problème absolument monstrueux en Afrique, qui est le problème du land rush, ou du land grab, de l'accaparement des terres, on dit en bon français. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc ça va jusqu'en 2012, là, et l'Afrique, c'est évidemment donc ça, c'est les hectares qui ont été achetés dans l'accaparement des terres. Ce sont des États étrangers ou des sociétés étrangères qui vont aller acheter des terres en Afrique. Alors, enfin en Afrique ou ailleurs, mais vous voyez que c'est quand même en Afrique où il y a de très loin, elle est la première destination, notamment des pays comme la Tanzanie, le Kenya, mais aussi, vous en avez aussi de notre côté là, au Mali et au Niger, enfin tout au long du Niger, pardon. Et c'est quelque chose qui est très problématique et qui pour les libéraux, puisqu'on revient au libéralisme, est extrêmement énervant, dans la mesure où ce sont des manifestations de la mondialisation, mais d'une mondialisation que les libéraux rejettent. Ça a l'air paradoxal, hein, mais c'est le cas. Dans la mesure où malheureusement les gens qui se font perdre leurs terres, si vous voulez, ce sont des deals qui sont passés entre des sociétés ou des États avec des ministres locaux, hein, sous la table, en dehors de toute reddition des comptes démocratiques, et des deals qui évidemment foutent à la porte, je ne peux pas dire autrement, désolé pour l'expression, mais foutent à la porte, coup de pied aux fesses, des tas de communautés villageoises, au détriment, évidemment, dans le non-respect total de leurs droits légitimes de propriété sur ces terres. Donc, la position des libéraux
sur cette question, elle est très claire, ou elle devrait être très claire, il devrait être la défense de ces communautés-là. Alors, là où il y a problème, c'est que, bien évidemment, les ministres en question, qui roulent en gros 4x4 et qui ont beaucoup de chaînes en or au bras et au cou, vous sortent l'argument des droits de propriété. Ah mais attendez, les gens qui vivent sur ces terres-là, ils n'ont pas de papier officiel. Ah d'accord. Mais ça fait des générations qu'ils habitent là, donc ils sont chez eux en fait. Okay, donc vous voyez le problème qu'il y a parfois pour les libéraux défendent en même temps une certaine formalisation, notamment des titres de propriété, etc. Et en même temps, c'est un argument, le manque de formalisation est utilisé par certains ministres et certaines gens assez plutôt mal intentionnés, pour justement justifier ou légitimer le fait de mettre à la porte des paysans qui sont sur leurs droits légitimes, qui habitent sur des terres sur lesquelles ils ont des droits légitimes, bien évidemment. Donc ça, à mon avis, c'est une réflexion que les libéraux qui travaillent en économie du développement devraient vraiment creuser. Et vous avez un institut aux États-Unis, le Cato Institute, Cato, alors que ça n'a rien à voir avec catholique, loin de là. Ils ne sont pas du tout sont pour le mariage homo, etc. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle les libertariens là-bas aux États-Unis, qui pendant des années ont défendu une vieille dame qui ne voulait pas vendre sa maison à une grande société commerciale qui voulait créer un complexe commercial et en utilisant évidemment sa propriété. Et le Cato, en fait, a financé pendant des années la défense de cette dame. C'était assez amusant. Vous voyez, cette idée que les libéraux ont quand même cette idée que les droits légitimes, ça prime sur le marché. Ce qui compte, ça n'est pas la défense de l'efficacité du marché, c'est la défense des droits légitimes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le libéralisme. Et trop souvent, malheureusement, les auteurs libéraux vous disent « Ouais, mais l'efficacité du marché... » En fait, c'est pas ça qui compte. C'est la protection des droits légitimes. D'abord, évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'il était important d'avoir un système de prix qui permette au marché de fonctionner, etc., etc. Mais avant l'argument économique, vous avez un argument éthique dans le libéralisme. Le libéralisme est d'abord une théorie éthique, une philosophie politique, avec une dimension éthique profonde de respect des droits légitimes. On remonte à John Locke et compagnie. Et ça doit arriver en premier, avant, bien évidemment, l'efficacité du marché, les problèmes d'efficacité du marché. Alors, bon, les droits de propriété, je ne vais peut-être pas faire une digression comme je l'ai noté là sur la sécurisation, mais vous voyez, pourquoi c'est important les droits de propriété? Incitation, hein. Incitation, vous voyez, ça c'est le Zimbabwe avant la réforme, entre guillemets, de 2000, de Mugabe. Vous voyez la différence de manière très claire, vue de satellite. Là, vous avez des droits de propriété, et là, vous n'en avez pas. Droit de propriété, mon incitation, c'est quoi? C'est faire attention. La propriété, en fait, c'est ce qui me permet de me projeter dans le futur. C'est ce qui me rend véritablement humain, dans le sens où j'ai cette capacité à me projeter dans le futur, à construire un patrimoine, à faire attention. Et je prends souvent l'exemple du fait qu'on ne fait pas ses besoins au milieu de son salon, hein, mais par contre on peut faire son chien dans la rue. Pourquoi? Parce que la rue, ça appartient à tout le monde et à personne, c'est pas une propriété privée. Okay, dans la propriété privée, vous avez cette incitation à gérer sur le long terme. Et d'ailleurs, de nombreux problèmes environnementaux sont en fait liés au fait que les biens environnementaux en question n'appartiennent pas à des propriétaires, que ce soit des propriétaires privés ou communs, mais au contraire sont à tout le monde et à personne, si vous voulez. Donc vous avez ce qu'on appelle une tragédie des biens communs qui génère des problèmes environnementaux. Et là, on le voit très bien d'ailleurs, puisque là, vous avez une érosion terrible des sols. Non seulement vous n'avez pas de productivité agricole, mais vous avez une érosion des sols. Donc,
Voilà, pour dire pourquoi la propriété c'est important, mais que d'un point de vue non seulement économique, du point de vue de la gestion, mais aussi du point de vue de la dignité humaine. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une dimension d'abord éthique avant de réfléchir en termes d'efficacité du marché, etc. Alors on fait signe que j'ai été très très long, donc je vais effectivement, oui, je vais un tout petit peu ralentir. Quand on dit, pas ralentir, accélérer au contraire. Alors ça, tiens, c'est tonton Sarkozy là-haut, avec Faure Gnassingbé, qui est le président du Togo. Alors bon, son papa était président déjà, alors quand son papa est mort, évidemment, lui il est devenu, c'est normal, c'est comme ça, devenu président. Bon, aux États-Unis c'est un peu pareil, donc bon, pas grave. Ça c'est tonton Chichi avec les copains là. Donc vous avez comparé Bongo, Biya et Sassou Nguesso. C'est des gens qui sont restés au pouvoir pas très longtemps, généralement. Le winner, là, c'est Bongo, quand même, hein, 67-2009. Pas mal. C'est ça le problème, aujourd'hui aussi, de l'Afrique. C'est que vous avez des tas de puissances, et notamment la France, le pays des droits de l'homme, qui font beaucoup pour... Pourquoi j'ai pris la photo de Sarko et de Gnassingbé? C'est parce que en 2009, je crois, il y avait des renégociations, 2008, peu importe, il y avait des renégociations sur l'aménagement du port de Lomé. Et M. Sarkozy a un grand copain qui s'appelle Bolloré, et M. Bolloré, il est un peu spécialiste quand même des ports, des infrastructures, etc. Et donc M. Sarkozy aurait glissé, selon les dires de Faure, que quand on était un ami de la France, il fallait favoriser ses entreprises. Voilà. Bon, Chirac, c'est même pas la peine d'en parler, évidemment. Chirac, il faut voir le film Le Roi Mobutu. Chirac, quand M. Mobutu, le génie de l'humanité, venait à Paris, M. Chirac était tout content. Et vous avez donc quelques interviews où Chirac explique que chaque fois que M. Mobutu ouvre la bouche, l'empereur Mobutu, donc, il a toujours quelque chose de fascinant à raconter. Voilà, bon. Enfin, ça, c'est pour la petite anecdote. Évidemment, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous avez quand même un espèce de système de contrat postcolonial qui est en place et qui fait qu'on fausse totalement la concurrence et qu'on n'est pas du tout dans le libéralisme. Et c'est pour ça que le titre que j'ai choisi au-dessus de ce slide, c'est pro-business n'est pas pro-marché. Favoriser des entreprises, certaines entreprises, notamment des entreprises françaises, dans le cas c'est pas être en faveur du libéralisme. C'est pas ça le libéralisme. Le libéralisme, au contraire, c'est être en faveur d'un marché ouvert, c'est être en faveur de la concurrence et non pas de la connivence. Hein. Et la France, c'est quand même coupable à un certain... Enfin, pas la France, pardon. Certains hommes politiques français en connivence avec certaines entreprises françaises sont quand même coupables d'avoir instauré une espèce de capitalisme de connivence, si on peut appeler ça comme ça, dans la plupart des anciennes colonies francophones. J'aimerais finir 3 minutes sur le printemps arabe, et c'est en lien avec tout ce qu'on a vu, ça permettra de faire une petite conclusion. Je voudrais vous rappeler que Mohamed Bouazizi, quand il s'est immolé le 17 décembre 2010, c'est un petit entrepreneur en fait qui s'est immolé. Il n'était pas là pour... Enfin, il n'était pas là. L'expression est mal choisie. Il ne s'est pas immolé par désespoir parce qu'on ne lui donnait pas son droit de voter ou parce qu'on ne reconnaissait pas son droit politique à participer à la démocratie, etc. Non, non, en fait, il s'est immolé parce qu'on venait de lui retirer sa carriole, ses fruits et légumes et sa balance. Et le gars, il a tout perdu en l'espace de quelques minutes. En fait, il s'est immolé par désespoir parce qu'on lui a supprimé sa liberté économique. Enfin, pas on lui a supprimé. On lui avait supprimé déjà, mais il était dans l'informel, il se débrouillait, il essayait de se débrouiller. Il s'est immolé parce que toute la dimension économique de la liberté, c'est-à-dire qu'en tant que petit entrepreneur, on l'a oppressé à un niveau absolument incroyable, c'est pour ça qu'il s'est immolé. Donc, le printemps arabe, selon moi, est d'abord parti d'une révolution, d'une révolte économique, d'une révolte pour la liberté économique, plus que pour la liberté politique.
Alors, la politique en Tunisie, on n'avait pas trop le temps et l'opportunité d'en faire pour ces gens-là. Ils étaient trop occupés à essayer de survivre. Si vous vouliez monter si Bouazizi avait voulu monter une entreprise formelle en Tunisie à l'époque, il aurait fallu, selon les dires d'un économiste péruvien qui s'appelle De Soto, qui a des analyses qui sont très souvent intéressantes, même si parfois critiquables, il aurait fallu en fait que Bouazizi fasse 55 démarches administratives différentes, qui passe 142 jours dans différentes agences pour avoir le droit de monter son entreprise. Hein, voilà. Et les tampons, lui, il aurait coûté à peu près un an de revenus. Voilà. Et évidemment, quand on lui a confisqué sa carriole, on l'a ruiné sur place. Et moi, de mon point de vue, Bouazizi, ça synthétise vraiment le manque de libéralisme, de bon libéralisme dans l'état de droit en Afrique. C'est cette oppression économique constante, cette volonté de réduire à néant tout l'esprit entrepreneurial qu'il y a dans ces pays-là. Évidemment, au niveau de la tête de l'État, que ça soit en Tunisie, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous avez quelques gars qui s'en mettent plein les fouilles et qui, eux, font des affaires. Eux, ils sont pour les affaires, il n'y a pas de problème. Le business, eux, ils sont pour le business. Mais pas pour tout le monde. Okay, donc on revient sur cette idée de connivence. Et je crois que le message profond du début du printemps arabe, c'était que si on voulait le développement en Afrique, il fallait libérer économiquement les populations. Et non pas avec un libéralisme à la Washington dans les années 80 où on libéralise et on privatise et puis la famille Ben Ali se met tout dans la poche, hein, mais au contraire un libéralisme où toute la population peut en profiter, où vous avez la mise en place d'un état de droit, d'une justice indépendante, ce qui requiert donc un certain degré d'état. Donc c'est pas un libéralisme anarchiste ou je ne sais quoi. Hein. Voilà selon moi le lien qu'il y a entre liberté et développement en Afrique. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre.